club au DFCO. Pas de phaseur au DFCO, une mi-temps et tu finis KO. On a toujours mouillé le maillot, pour le foot on est dans le tempo. DFCO, DFCO, pas de ralentir au DFCO. DFCO, DFCO, c'est plus qu'un club au DFCO. C'est plus qu'un club au DFCO. Les crampons sales, de l'argent propre, facile à dire, dur à faire mais je fais mes affaires. Je connais pas le chemin donc je suis le très haut. On vient d'en bas, on a l'OTA. Chaque match est la guerre, sur le terrain c'est l'instinct. Faut être prêt, faut être vrai. Yo, check le son, un son qui cogne sec pour le DFCO. Mon équipe, mon respect, de Dijon à tout part, on débarque avec nos couleurs rouge et noir. On marque l'histoire. Sur le rinté, on est déterminé et je t'assure qu'on va rien te laisser. Pas de phaseur au DFCO, une mi-temps et tu finis KO. On a toujours mouillé le maillot, pour le foot on est dans le tempo. DFCO, DFCO, pas de ralentir au DFCO. DFCO, DFCO, c'est plus qu'un club au DFCO. Pas de phaseur au DFCO, une mi-temps et tu finis KO. On a toujours mouillé le maillot, pour le foot on est dans le tempo. DFCO, DFCO. Les feux, c'est parti. Bienvenue dans le bureau du presse. Le bureau du presse, c'est une sorte de football manager dans la vraie vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vince Sky, le fondateur du Vince Sky FC, puis pas mal d'autres initiatives autour du sport, on va en parler. Et puis, je vais le recevoir avec notre ami Paul Fauvel, qui est le directeur général du club. Bonsoir. Salut Vince Sky, salut Paul. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Ouais, clairement, c'est nous que ça fait plaisir. On est des petits youtubeurs parce que je regardais tout à l'heure, on a 210 abonnés. Je crois que toi, c'est plus d'1 million, non? C'est ça? Ouais, avec les années, c'est vrai que j'ai accumulé 1,5 million environ sur YouTube, donc ça fait plaisir. Mais bon, c'est des années de travail. Bon, Paul, on a un peu de boulot parce que niveau création de contenu, je crois qu'on a un champion dans nous. Exactement. Et puis, On qui dit va s'en champion parle un peu inspirer. Il faut qu'on s'en inspire. En tout cas, je pense qu'on a les mêmes inspirations parce qu'on est tous les trois des passionnés de foot et tu as créé une première initiative en reprenant je crois que c'est le club de Magnanville que tu as renommé le Vince Sky FC Magnanville. Ensuite, un club en Andorre, le SC Elscaldes, c'est comme ça? C'est ça, exactement. Et puis l'Inter, alors pas l'Inter de Milan, mais l'Inter Montréal. Et là, d'ailleurs, tu es à Montréal là, au moment où on se parle? Ouais, c'est ça, je suis à Montréal actuellement. Ok, bon, très cool. Il y a eu une vague de froid il y a 15 jours, non? Ouais, là, j'avoue que l'hiver est très long. Les locaux disent que c'est anormalement froid et long. Mais là, on s'en sort un peu, mais c'est vrai que c'est pas encore ça. On va devoir encore attendre un petit peu, c'est vrai que c'est très long. Bon, bah, c'est cool. Écoute, merci. Raconte-nous un peu, moi j'ai écouté un peu podcast, on en parlait tout à l'heure où tu intervenais. Et il y a un truc qui me parlait, c'est que tu disais que tu t'es passionné pour le foot, pour les émotions que ça peut créer. Et c'est avec Paul un de nos leitmotifs aujourd'hui. Raconte-nous ces premières émotions pour toi dans le foot et puis comment de youtubeur on devient patron d'un club de foot. Ouais, c'est ça exactement. Comme je le dis souvent, parce que souvent on me demande est-ce que tu as été pro, est-ce que tu as voulu être pro? J'ai jamais eu le niveau pour être pro et c'était pas vraiment mon aspiration, mais je suis plus là en tant que fan et de supporter, c'est-à-dire que ouais, à la finale de Coupe du Monde 98, j'avais 7 ans et quand j'ai vu ce match, c'est vraiment le premier match que j'ai vraiment suivi de manière assidue. Donc je me suis intéressé au foot assez tardivement, entre guillemets, par rapport des fois, on voit des fois des enfants de 4-5 ans qui sont déjà en train de jouer au foot tous les week-ends. Et en fait, ouais, cette finale, ça a montré que c'était incroyable de voir mes parents, j'ai aussi mon oncle avec nous. Enfin voilà, j'ai vu tout ça et après, bien sûr, les images à la télévision, notamment les Champs-Élysées, etc. Je me suis dit que c'était incroyable et ça m'a donné envie de m'intéresser beaucoup plus à ce sport parce que je me suis dit que dans la société, c'est très rare de voir des liesses de joie comme ça et c'est un pouvoir de fou. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né mon amour pour le football.
Énorme. Ouais, c'est marrant. C'est un peu ce qu'on disait avec Paul. Je disais souvent, on n'est pas des humoristes, on n'est pas des chanteurs, mais par le foot, par ce biais-là, par les petites actions qu'on fait nous dans les coulisses, on a la possibilité de créer des émotions positives, ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça, je pense qu'on le fait. Parce que au fond, j'en parlais avec Ronny Turiaf, qui est champion du monde NBA et qui est un de tes associés sur le SC Escaldes. C'est un peu des paris de fou quand même, non? Tu veux dire De le reprendre un projet avec club. SLS? Ah bah oui, c'est un pari de fou, effectivement. Après, c'est vrai qu'il faut aimer quand même le risque et c'est vrai que le football le sport et le football notamment, c'est quelque chose de très très imprévisible. Ce qui fait aussi la beauté des choses, c'est que quand on y arrive, bah c'est beau. Moi, je supporte le Paris Saint-Germain aussi. Là, on voit aujourd'hui où ils en sont avec tous les échecs qu'on a connus. Voilà, c'est quand on a galéré avant que la réussite elle est belle quand elle arrive, quoi. Donc c'est ça. Mais ouais, c'est des paris de fou. Bon, paris de fou, on calcule quand même les choses un minimum. On n'est pas non plus totalement, totalement aveuglé par la passion du foot. On fait quand même attention à ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'il y a toujours une prise de risque et c'est ce qui fait que les choses sont belles quand ça marche, quoi. Les trois projets, donc le projet de Montréal, le projet de Magnanville et puis celui en Andorre, les trois sont liés ou pas forcément? Ils sont liés par toi, mais est-ce qu'ils sont liés juridiquement? Juridiquement, pour l'instant, non. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, je vais créer le Vinsky Football Group. Là, il est créé dans l'image, mais il n'existe pas encore en termes de société. Je vais créer ça dans les prochains mois et quand ce sera le cas, ça permettra de connecter les projets. Après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le club du Vinsky FC Magnanville et l'Inter de Montréal, tout est en train d'évoluer fortement en Andorre. Et typiquement, cette loi est très importante parce que oui, l'idée c'était d'avoir un club pro. Donc voilà, effectivement, oui, on considère Escaldes comme un club. C'est novembre 2025, hein, c'est ça? Quand tu as repris le club? Alors je l'ai Ou un peu avant? annoncé. Oui, non, ouais, quelque chose comme ça. Je l'ai annoncé. Après, bien sûr, je travaillais dessus depuis des mois et des mois avant, mais oui, vers là, ouais. C'est Donc ça c'est la exactement. première saison. Et là, vous êtes donc en deuxième division, vous êtes alors c'est une espèce de poule à 4 pour être promu en première division, c'est ça? Ouais, c'est un Et peu. vous avez mal débuté là. Ouais, c'est un peu le parcours du combattant. En gros, effectivement, on est en D2, donc c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, alors nous, on est arrivé grâce à ma notoriété, on a pu aussi obtenir des sponsors, donc ça nous permet d'avoir un budget. Alors, je ne connais pas les budgets par cœur des équipes adverses, mais bon, en tout cas, on a un budget plutôt conséquent quand même pour la D2, je pense, même si on n'est pas non plus dans des x10 par rapport aux autres équipes, donc on reste quand même dans la compétition. Mais en fait, il y a un autre club. C'était pas du tout prévu, c'est un projet qui s'est un peu imbriqué, en fait, qui a été repris aussi par, alors si je dis pas de bêtises, un franco-algérien qui, je crois, a fait une bonne partie de sa carrière professionnelle à Dubaï. Et en fait, il a repris un club lui aussi, un peu comme moi. Et en fait, il a aussi pas mal de moyens financiers, et du coup, même je pense plus que nous. Et du coup, en fait, ils ont aussi une très bonne équipe. Et du coup, toute la saison, on a été invaincus, la saison régulière, et eux aussi. Juste, ils avaient un match nul en plus que nous, pardon. Donc, en fait, on avait 2 points d'avance durant toute la saison. Et en fait, on les a affrontés 3 fois. On a fait 3 fois 1-1. Et le 4e match, effectivement, c'est le début des playoffs, là. Parce qu'en fait, les 4 premiers s'affrontent en playoffs. Un mini championnat. Par contre, on garde nos points. Donc, sur Internet, c'est pas forcément bien retranscrit, mais on garde nos points. Mais du coup, Casa de Portugal, c'est cette équipe-là qui a été reprise par le franco-algérien. Du coup, il nous est passé devant parce qu'ils nous ont battus 1-0. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, on a été Si, ouais, toute la saison premier et là, on a perdu la première place. Il y en a qu'un qui monte ou il y en a deux qui montent? Alors, il y en a un ou deux. En fait, le premier monte directement. Donc là, il nous reste 2 matchs. Il faudrait qu'on gagne les 2 matchs et qu'on espère un faux pas de Casa des Portugal qui n'en a fait quasiment aucun durant toute la saison. Donc autant dire qu'il y a très peu de chance. Pour moi, il y a une chance sur 10 que ça arrive, mais bon, ça va être compliqué. Si on ne parvient pas à finir premier, on devra jouer un barrage aller-retour contre le 9e de D1. Ok. Et là, c'est assez chaud parce que les équipes de D1 s'entraînent plus parce qu'en fait, en Andorre, tout est petit, donc les infrastructures sont partagées. Et c'est vrai que les équipes de D1 passent plutôt en priorité. Donc, ils ont des meilleurs horaires d'entraînement, ils s'entraînent beaucoup plus que nous. Et puis même toute la saison, ils ont des matchs de plus haute intensité que nous. Donc je pense qu'en termes d'intensité, etc., et ouais, de préparation physique, ça va être quand même assez compliqué pour nous. Mais après, on a une très bonne équipe qui, je pense, a la qualité pour jouer en D1 dès cette année. On pourrait déjà jouer en D1 avec la qualité des joueurs. Donc c'est vraiment du 50-50 si on va en barrage. Bon, tout le monde, moi je suis très confiant et mon staff aussi, mais c'est vrai que ça va être très ouvert, surtout un aller-retour. En plus, c'est dur de faire la surprise sur un aller-retour. Il faut vraiment être consistant sur les 2 matchs.
Cool. Et le niveau de deuxième division et première division en Andorre, si tu devais le comparer à la France, tu dirais que c'est quelle division? Ouais, on m'a beaucoup posé cette question-là, notamment parce que j'ai la communauté francophone qui me suit. Alors en fait, en D2, alors les derniers, par exemple, il y a 2 réserves de D1 dans notre division 2 qui ne peuvent pas monter. Il y avait des très gros écarts. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que en D2, il y a vraiment des équipes qui étaient vraiment très faibles. On peut comparer à de la R3, région parisienne, peut-être quelque chose comme ça. Et après, nous, par exemple, donc le top, nous et Canada et Portugal, par exemple, qui avons vraiment surdominé le championnat, c'est dur à dire, mais je pense que R1, N3, vers là, alors moi j'ai envie de dire N3, on pourrait jouer dans ce niveau-là, mais on a un gros écart, par exemple, avec, je sais pas, la Ligue AB espagnole, la Ligue 2, la Ligue 1, ou même vous en National 1. Vous êtes au-dessus de Et d'ailleurs, sur un de mes sujets qui m'intéressait à connaître, comment tu fais le fold d'Andorre? Parce que c'est pas. entre guillemets raisonnable, on pouvait atteindre notamment les matchs, et moi c'est ce qui me fait rêver, ce qui fait rêver la communauté, les matchs d'Europe. Ouais. Les matchs d'Europe, ok. et c'est d'ailleurs mon associé qui me dit souvent ça, qui me dit bah voilà, il y a des clubs en France, des joueurs en France qui ne pourront jamais connaître. Alors après, ce sera seulement que les matchs de barrage, on peut pas aller plus loin, mais ils pourront jamais jouer des matchs d'Europe. Ici, on pourra les jouer, c'est toujours des belles expériences. Tu voyages, tu fais des choses comme ça, et ça fait toujours rêver, et c'est très vendeur. Donc c'est vrai que moi, je me suis dit que ça pouvait être bien pour moi. J'y voyais une belle passerelle entre le monde amateur, que je connais bien avec le Vitesse KFC, et le monde pro, parce que je ne suis pas dans le monde pro que peut-être vous, bah voilà, vous connaissez ou encore plus haut, mais c'est quand même, on va dire, c'est le plus bas niveau d'Europe, on va dire, pro. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. C'est pour ça, et j'ai aussi rencontré une super personne qui s'appelle Fabio Serra, qui est mon capitaine. Donc voilà, il y a eu des connexions humaines aussi. C'était vraiment très important pour moi. Et donc, Fabio qui parle français, portugais, espagnol, ça a beaucoup facilité les choses. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Ok, c'est ton capitaine et aussi il a un rôle de manager dans le club un peu ou non, c'est juste. Oui. Ouais. C'est ça exactement. Il a aussi un rôle de manager. En fait, Fabio Serra, il me disait pour rigoler qu'à la fin de la carrière, il pouvait faire la demande au Guinness Book des records, parce qu'en gros, en Andorre, je crois que c'est le joueur qui a joué le plus de matchs. Il a joué, et je sais pas combien d'années, il a 41 ans, il joue toujours. C'est mon capitaine, et c'est l'un des meilleurs buteurs d'ailleurs, c'est ça qui est assez fou. Il a un QI football énormissime. Et j'adore, parce que ça se fait un peu rare ce genre de joueur, mais j'adore ce genre de joueur comme ça, qui sait toujours où se placer, malgré il n'a plus la vitesse d'avant, mais il est toujours là où il faut. Et ouais, Fabio Serra, du coup, c'est un homme très respecté en Andorre. Il connaît bien les institutions. Et pour moi, c'est super, parce que via lui, j'ai pu aussi très vite me connecter à la fédération. Et vu que c'est un petit pays, on peut aussi très vite atteindre les politiques, des avocats très importants dans le pays. Et voilà, Fabio, c'est quelqu'un qui est très respecté. Donc ça m'a permis aussi d'être un accélérateur pour moi, et que mon visage soit, on va dire, plus vite connu que si j'avais été à quelqu'un qui débarquait de nulle part pour les hispanophones, parce que ça parle beaucoup espagnol là-bas, plus que français. Donc c'est vrai que ma communauté n'est pas forcément présente. J'ai des Français qui me suivent en Andorre, mais c'est plus les hispanophones. D'ailleurs, quand tu parles de ta communauté, je crois que tu as voulu les impliquer un peu comme sur un modèle de sociaux, en leur permettant d'entrer dans le projet. Combien t'ont suivi? Combien de personnes? Alors le montant, après, si tu as envie de nous le dire, tu peux nous le donner, mais surtout le nombre de combien te suivent et ont mis de l'argent dedans. Ouais, alors en fait, c'est pas des sociaux, c'est important de le dire. Ils n'ont pas de part dans le club. Nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est qu'en fait, 1% du chiffre d'affaires pendant les 8 prochaines années seront dédiés à ces personnes-là. Donc en fait, c'est ce que je dis, et j'ai été très attention à ça, parce que j'ai une communauté qui me suit, mais qui, bon, il faut être majeur pour le faire, mais je veux dire, voilà, j'ai vraiment bien répété que, voilà, pour faire très simple, si le club ne surperforme pas, leur argent, ils vont pas pouvoir le récupérer. Je pourrais plutôt dire ça que de dire allez, venez, ça va être incroyable. Il n'y a pas d'investissement facile dans la vie. Il y a toujours une prise de risque, mais c'est sûr que si nous, on veut être l'un des meilleurs clubs d'Andorre, donc si on atteint ce niveau-là, par contre, ça va devenir intéressant, parce qu'on va pouvoir aller jouer l'Europe régulièrement si on y arrive. Et là, après, on peut débloquer les subventions UEFA qui sont très importantes, à hauteur de centaines de milliers d'euros. Donc, c'est ça qui ferait que les gens pourraient être rentables. Et pour répondre à ta question, entre 100 et 150 personnes, je n'ai pas exactement le détail, et on est sur environ là, peut-être vers 42 000 euros levés. Okay. Donc c'est cool, et ouais, ça a été très important pour nous, ça a été un booster. Et puis ce qui est bien aussi, au-delà de l'investissement financier, c'est qu'on sait que ces personnes-là, après, sur les 8 prochaines années, ils sont liés un peu avec nous, donc dans tous les cas, c'est aussi des fans que tu crées, et ils suivent.
Et notamment, moi, ce qui me passionne le plus, parce qu'en fait, c'est là où la valeur du sport est la plus haute, c'est dans le live, le streaming. Et en fait, c'est vrai que moi, je commente mes matchs sur Twitch. Bon, c'est très stressant parce que rien de plus stressant. C'est dur de rester objectif parce que des fois, c'est dur parce que je suis dans la peau d'un commentateur, en même temps, je suis dans le peau d'un propriétaire, mais c'est compliqué. Mais du coup, oui, sur Twitch, ces gens-là ont envie de regarder, ont envie de suivre parce qu'on est en direct et on voit ce qui se passe en direct. T'as combien de viewers en général, t'as combien de viewers sur une retransmission? On tourne aux alentours des 500 personnes. Là, pour le match très important dans Casa, on était 700. En pic, je parle, en pic, en simultané. On a atteint 700-800 personnes. Et du coup, sur un cumulé, on est sur entre 13, 14, 15 000 vues en cumulé sur un match. Et après, il y a aussi les vidéos YouTube et tous les clips qu'on peut sortir sur TikTok et Instagram. Cool. D'ailleurs, Vas-y, Paul. Tu parles de tout ça. Combien de personnes t'accompagnent autour de toi? Comment on va dire, ton staff est composé à la fois club, mais à la fois sur ta chaîne YouTube? Comment tu es organisé là-dessus pour faire tout ça? Ouais, alors ça c'est le grand micmac et c'est dur parce que quand on est entrepreneur, des fois on se surstaff, on se sous-staff et si on se surstaff, on peut perdre de l'argent, faut faire attention, il faut vraiment bien calculer les choses. Et vu que tout va très vite dans mon domaine du digital, dans les deux sens, il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que ça a toujours été l'enjeu numéro 1 dans ma carrière professionnelle, c'est de bien trouver les bonnes personnes et ne pas trop recruter, mais pas non plus être trop seul. Donc pour Escaldès, du coup il y a tout un staff déjà. Alors ça c'est pas vraiment moi parce que c'est plus le club du coup dans la charge du club. Donc il y a un staff sportif. Donc voilà, préparateur physique, kiné, etc. Alors c'est des personnes qui sont pas à 100% avec le club. Ils nous ont nous en tant que clients, si je puis dire. Et ils vont être un peu, peut-être il va y avoir deux autres clubs avec nous. C'est ça, c'est dans le club pour l'instant. On est encore très peu sur du 100% pro en termes de je vis de ça à 100%. Il y a des joueurs aussi, ils ont une famille, ils ont des enfants, donc ils travaillent aussi à côté, etc. Si on monte en D1, tout augmenterait et on tendrait encore plus vers un professionnalisme en termes de temps de travail pour les personnes. Mais voilà, en tout cas, il y a tout un staff. Il y a l'entraîneur adjoint, peut-être 6 personnes, je crois, environ, ce staff sportif, avec l'intendant, etc. 6-7 personnes. Et voilà, après, il ne faut pas oublier aussi le community manager qui est très important, qui s'appelle Isaac Martinez, un espagnol, qui m'aide énormément parce que lui me permet de créer tout le contenu sur Instagram et il est alimenté par un photographe et un caméraman, notamment le photographe. Donc en fait, voilà, il y a 3 personnes créatives avec photo, vidéo, community manager, 6-7 personnes sportives, tous les joueurs. D'ailleurs, il y a aussi les enfants, il y a ça qu'il n'y a pas que l'équipe pro, il y a environ 100 joueurs en tout, enfin 100 licenciés dans le club pour l'instant. Les filles aussi, équipe pro, enfin pas équipe pro, mais équipe filles, du coup femmes adultes, mais c'est du 7v7 malheureusement parce qu'en Andorre c'est très petit. Okay. Et voilà, et après moi, à titre personnel, en fait, il y a un peu tout qui se mélange. Par exemple, j'ai un apprenti, mais l'apprenti il travaille surtout sur le Vinci FC, mais des fois, s'il faut qu'il m'aide sur Escaldès, il peut m'aider. Donc voilà, après c'est un peu hybride quoi. Mais c'est vrai que sur Escaldès, après j'ai aussi un collaborateur ici à Montréal qui m'aide aussi, il vient de la com parisienne, donc tous ces gens-là, personne n'est attitré à Escaldès, mais c'est des gens qui me donnent des conseils quasiment tous les jours sur ce que j'ai envie de faire, etc. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses tout seul encore. Et j'ai aussi un monteur qui m'aide dans les vidéos, pas à 100%. D'ailleurs, les matchs pour le streaming, c'est vous qui faites l'effort de filmer pour que tu puisses le streamer ou c'est la deuxième division d'Andorre qui stream déjà? C'est une très bonne question. Donc en fait, actuellement, c'est la D2 d'Andorre qui retransmet ça. Pour la D1, en fait, il y a une équipe de prod. Alors, c'est assez simple, mais il y a un caméraman vraiment qui filme, etc. Pour la D2, en fait, je peux récupérer le flux d'une caméra VO. Okay. Une caméra VO. Et donc, du coup, alors, ça dépend. Des fois, il y a des jours où ça peut bugger pour une raison ou Y, parce que l'IA, des fois, ça peut un peu bugger. Donc, il y a eu des matchs où c'était un peu compliqué, mais voilà, on fait comme on peut, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de produire d'une qualité optimale sur des matchs, on ne peut pas le faire. Ça coûterait beaucoup trop d'argent. Donc, on se contente de la VO, qui est déjà très bien. Mais c'est sûr que mon rêve, c'est de monter en D1, rien que pour la qualité de la vidéo, parce que ça change tout. On a été en coupe, et malheureusement, on s'est fait éliminer dès le premier tour. Mais en coupe, on a pu profiter de la production d'AD1, du coup. Et c'était incroyable d'avoir un peu les zooms visage, etc. Ça, c'est fou. Et ça permettrait aussi aux viewers d'être beaucoup plus immergés dans l'histoire du club. Ah, très cool. Et on parlait tout à l'heure des 150 qui vous suivent. Avant de revenir sur Ronnie, qui lui est un associé, on va dire, de poids,
Sur ces 150, comment tu fais vivre au quotidien? Est-ce que vous avez je sais pas, un channel WhatsApp sur lequel vous échangez, sur lequel tu les impliques? Et comment tu arrives à le gérer? Parce que 150, c'est beaucoup. Donc, si les 150 Ouais. écrivent tous les jours, c'est aussi un boulot, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question aussi. Bah, en fait, on a divisé ces personnes-là par strates de montant de financement. Donc, pour faire très simple, les personnes qui ont mis plus d'argent, type 1000 euros par exemple, etc., vont avoir accès à certains privilèges que, par exemple, une personne, parce que tout début, c'était ouvert vraiment à tout le monde. Donc, des personnes ont mis 10 euros, par exemple. Ouais. Maintenant, c'est plus vraiment possible. Là, on l'a un peu plus fermé et on parle qu'avec des personnes qui souhaitent mettre plus. Après, on verra si on la réouvre à tout le monde. Mais du coup, on a un Discord. J'ai un Discord avec qui je parle avec les fans les plus fervents qui ont la plupart du temps investi, mais pas que. Il y a aussi des gens qui n'ont pas investi, mais qui ont le droit d'être sur le Discord. Après, il y a un channel réservé aux personnes qui ont investi une certaine somme qui est assez importante. Et voilà, on a fait, par exemple, depuis le début d'année, 2 conférences avec mon coach. Mon coach, pour qu'en fait les gens puissent poser des questions. Donc, il y avait environ, je pense, environ une dizaine, par exemple. Et en fait, ils pouvaient tous poser leurs questions au coach et à moi aussi. Donc, c'est ça qui est cool, c'est d'essayer de créer cette proximité. Les gens veulent comprendre les coulisses. Et le plus gros challenge, c'est de dire ce qu'on peut dire et Ouais, de c'est ne pas dur, dire hein. ce qu'on ne peut pas dire. Et ça, c'est très, très dur. Et c'est ce qui est même Mais- frustrant pour moi, Ouais. qui est créateur de contenu. J'ai envie de dire tout ce que j'ai envie, mais je ne peux pas, parce que stratégiquement, c'est pas possible de faire ça. Donc, On est c'est assez pareil. compliqué. T'as des histoires que tu as envie de raconter, ou des fois, des fois, tu lis des trucs sur les réseaux sociaux, des gens qui ont une opinion très Oui. arrêtée, sur des trucs sans en avoir le début d'une idée, et tu as envie de pouvoir leur dire, et tu peux pas, en fait. Et alors que ça fait Ouais. partie de notre génération, de notre culture, d'être dans une co-construction, d'ouvrir les portes, de pas avoir de rideau et d'être assez transparent. Et putain, c'est une frustration, mais je vois exactement de quoi tu parles. Et tu peux le faire a posteriori. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est que c'est moins. Pour les fans Oui. qui te suivent, c'est un petit peu plus compliqué parce que, par exemple, tu vois, on a eu des discussions avec un agent de joueur pas l'été dernier, mais sur la fin de saison dernière, et on a pu le révéler qu'une fois que c'était terminé. Et donc, tu as un petit décalage, mais ça permet de réexpliquer et du coup que les gens comprennent aussi mieux le comment, le pourquoi. Bah, c'est aussi, Ouais. c'est aussi le rôle de cette émission, globalement. Tu vois, c'est de dire, au début, tu vois, Vincent, nous, ce qu'on voulait faire, c'était la web série classique, Netflix, caméra dans le vestiaire. En fait, on n'a pas les moyens de nos ambitions par rapport à ça. Et c'est de se dire, tiens, comment on peut raconter l'histoire de façon un peu décalée. Et on a direct pensé à faire des lives, en fait, globalement. D'expliquer sur des sujets un peu précis, des fois avec des invités, comme on le fait ce soir, mais aussi sur des thématiques, une thématique agent, une thématique coach, une thématique service com, et de pouvoir expliquer par bride un peu les secrets de la gestion d'un club. Donc c'est plutôt positif là-dessus. D'ailleurs, on a des questions là sur le chat. On a Novak qui nous dit c'est quoi les salaires en D2 en Andorre? C'est quoi un salaire Euh, moyen? En fait, ça dépend beaucoup. Comme je l'ai dit, en fait, il y a des personnes qui vont pas, par exemple, les jeunes joueurs qui ont beaucoup à prouver, etc. Ça va être quelques centaines d'euros parce que on pourra pas leur permettre d'avoir un contrat plus élevé que ça. Et après, il y a les top joueurs qui vont dépasser les 1000 euros, on va dire. Mais ça, c'est vraiment en D2. Voilà, c'est notre réalité. Après, je ne sais pas dans les autres clubs, mais on peut pas. Enfin, c'est vraiment ce qui se fait en Andorre. Et après, en D1, on espère pouvoir vraiment se rapprocher très fortement de ça. Mais oui, alors de ce que j'entends moi, par exemple, voilà, faut pas oublier, on est en Andorre, les top joueurs vraiment les top joueurs des plus grands clubs, etc. Je sais pas, ça va être dans les 3-4 000 euros par mois. Je pense, hein, c'est ce que j'entends un petit peu. Après, on est dans ces ordres de grandeur là. Après, on n'est pas dans de 20 000 euros par mois. C'est ça que je veux dire pour les top joueurs d'Andorre qui vont essayer d'aller chercher parce qu'en plus d'ailleurs. Ils ont failli aller en Mais Ligue des, pas en Ligue des Champions, mais en Europa tu Conférence. sais que 20 000 euros de salaire moyen, j'ai vu une stat il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est l'équipe qui l'a sorti. Je crois que c'est le Havre, hein, Paul, sous ton contrôle. La masse salariale du Havre, donc le salaire moyen au Havre en Ligue 1, c'est 20 000 euros. Oui. Et, Ah oui, d'accord. ouais, bah, je pense qu'avec la crise des droits télé et tout, il y a Ouais. un retour à la réalité. Paul, est-ce qu'on va prêter des joueurs du DFCO? On nous demande. Sangwan, il dit Et tu parlais tout à l'heure d'un agent que tu avais renvoyé vers Ronny, qui est l'associé. Ouais, c'est ça. Non, mais dans l'idée, c'est vrai qu'on a beaucoup d'agents qui nous proposent des joueurs au quotidien, et notamment un joueur qui était en Andorre. Et j'ai envoyé mon scout, Ronny, le voir. Et je sais que Ronny avait plutôt apprécié le profil. Et je lui ai dit, écoute, nous, à Dijon, il fera peut-être pas l'affaire, mais positionne-toi. Donc, je lui ai donné le numéro de l'agent. Donc, si on peut faire des passes D pour s'aider comme ça. Et si à un moment donné, il y a aussi des jeunes joueurs qui veulent tenter une aventure à l'étranger, on ferme la porte à rien. Après, il faut réussir à convaincre les joueurs, les agents,
aller jouer en D2 en Andorre, mais sachez que Vinsky, tu feras bien mieux que nous pour convaincre les jeunes. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, nous, je pense que c'est important quand on est un club de vraiment savoir qui on est, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'inventer un. Même si on atteignait le niveau qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire d'être un top club andorran, on sera toujours un club tremplin pour beaucoup. Et ça, on l'accepte. Il ne faut pas s'inventer un profil de club qu'on n'est pas. Donc voilà, oui, effectivement, nous, on a vraiment envie d'être vu comme ça. Je pense qu'on peut être un club de passage pour des joueurs. Parce que voilà, si quelques matchs européens peuvent être joués par le joueur, au-delà de ça, si on peut jouer quand même le top 3, top 4, top 5 Andorre, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des équipes au-dessus qui jouent quand même les barrages d'Europa Conference League, Europa League, etc., Ligue des Champions. D'ailleurs, aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'en Andorre, et ça c'est un peu mon rêve, mais bon, ça c'est quand même un très grand rêve, mais en Andorre, aucun club n'a atteint la phase régulière d'Europe. Moi, mon rêve, ce serait d'être le premier à le faire, mais ça va être très compliqué. Mais effectivement, l'année dernière, l'équipe a échoué à un match. Pas notre équipe, mais l'Inter Escaldes. En fait, en finissant premier, après, tu finis premier, du coup, tu vas en Ligue des Champions. Et en fait, si tu perds, tu vas en Europa League, après en Europa Conference League. Et en fait, en gagnant 2 matchs après, tu peux aller en phase régulière d'Europa Conference League. Et ils ont échoué à un match. Mais voilà, c'est pour dire que je pense que ça va le faire parce que en Andorre, tout augmente. Enfin, il y a de plus en plus d'argent. La nouvelle version avec des champions aussi, etc., amène plus d'argent. Donc, j'espère plus de. Bon, après, tu me diras, c'est vrai pour tous les clubs d'Europe aussi. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est je pense que ça va arriver dans les prochaines années et ça sera cool pour l'Andorre et pour la mise en avant du pays en Europe. On parlait de Ronny tout à l'heure. Paul, raconte-nous déjà comment tu as rencontré Ronny Turiaf, donc notre champion, un champion français NBA qui a gagné le titre avec, je sais plus quelle équipe il les a gagnés d'ailleurs. Lakers, Avec non le Miami Heat. Ah, Miami, pardon. Avec les Miami Heat, ouais, c'est ça. Et raconte-nous Paul, comment tu l'as rencontré, et puis après Vince, tu nous raconteras comment il a intégré ce projet. Mais du coup, c'est un agent qui est basé dans le sud, qui s'appelle Damien Marchetti, qui m'envoie un message, mais c'était pendant l'été, en disant qu'il était pote avec Ronny Turiaf et qui venait de reprendre un club, en tout cas avec plusieurs personnes, qui s'étaient formés pour être manager général d'un club et qui faisait le tour de différents clubs professionnels en France et dans le monde et qui voulait du coup aller voir quelques clubs français. Et en fait, il a visé un club qui était le DFCO, avec des installations, avec un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses. Et ensuite, du coup, j'ai accepté à ce qu'on nous mette en relation. Et Ronny s'est déplacé lors du match contre Caen pour venir passer la journée avec nous. Donc, on a fait la visite des installations le matin. On a mangé ensemble avec le coach le midi. On a passé l'après-midi également à discuter de projets. Moi, j'expliquais comment je gérais le recrutement, par exemple. Parler de Data Scout aussi, c'était un sujet qu'on a évoqué et je crois qu'il vous avez pris l'abonnement en suivant. Donc voilà, on a partagé plein de bonnes pratiques et de savoir-faire. On a parlé de joueurs, on a parlé de passion. J'ai aussi demandé comment il avait pu se retrouver dans le football après une carrière de basketteur. Donc plein de sujets qu'on a pu évoquer et on a créé un lien et ce qui nous permet on se suit sur les réseaux maintenant. Moi, je regarde les résultats attentivement du projet. Et souvent, on se répond sur les stories sur Instagram en disant bravo, top, c'est cool, merde, fait chier, vous avez perdu. Donc, ça permet de créer une connexion en tout cas et de pouvoir suivre plus attentivement le projet. En tout cas, qui m'a bien plu quand on a échangé avec lui. Hein. Alors, comment il est tombé dans la marmite du foot? C'est à cause de toi, ça? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ronny adore le foot. C'est un très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Alors, on peut pas vous entendre déjà, ça marche pas ça. Ouais, ça c'est compliqué déjà quand il m'a dit ça. Heureusement que je suis pas virulent envers les Marseillais, parce que c'est sûr que ça restera nos rivaux jusqu'à la nuit des temps. Mais du coup, oui, effectivement, en fait, Ronny adore le foot, même limite tout autant que le basket, voire peut-être un peu plus, quoi. Vraiment, le foot, lui, il adore ça. Et d'ailleurs, même de base, il était gardien de but, parce qu'il est très grand. Il était gardien de but quand il était enfant. Et après, je ne sais plus qui, peut-être c'est son père qui lui a proposé de faire du basket, vu sa taille. Et toi, tu jouais quel poste, toi, Vince? Moi, là, si je dois jouer, je joue arrière droit. Mais sinon, j'ai déjà joué milieu défensif central, que j'aime bien aussi. Mais voilà, c'est un peu… Arrière droit, c'est mon poste préféré. Tu disais donc qu'il est fanat de foot, mais comment tu l'embarques là-dedans? Ouais, donc en fait, lui, alors en plus d'être fanat de foot,
il aime aussi beaucoup YouTube et les réseaux en général, mais sur YouTube. Et en fait, il a une petite, comment on appelle ça, un petit rituel avant d'aller dormir. Assez souvent, il regarde un peu YouTube. Et en fait, la vidéo d'annonce que j'avais écrit, j'ai repris un club pro, etc. Il a été très intrigué. Il a cliqué, il a regardé la vidéo. Et en fait, il s'est un peu promis, voilà, pour pas mal de choses qu'il a vécu dans sa vie, il s'est un peu promis que quand il voit quelqu'un qui trouve son projet inspirant ou quoi, il n'hésite pas à le dire. C'est vrai que souvent, même, on est dans une ère un peu où on scrolle énormément. Et même des fois, on oublie même de lâcher un commentaire, qu'on a rigolé de fou sur la vidéo, mais on lâche même plus de commentaires. Donc voilà, c'est bien des fois de s'arrêter un peu et juste d'écrire à la personne. Grand bravo, le travail, j'aime beaucoup. Et en fait, oui, il m'a écrit un mail, tout simplement, aussi basiquement que ça. Il m'a écrit un mail en disant, en fait, incroyable l'histoire, est-ce qu'on peut prendre un café? Parce que lui, il aime beaucoup rencontrer des gens, etc. Et du coup, on s'est vu sur Paris. Et on a parlé 3 heures, je pense, de 3 heures. Et voilà, et en fait, à ce moment-là, aussi, avec Fabio, on parle un peu de tout ça. Et l'idée, c'était vraiment de s'entourer de personnes si des personnes voulaient intégrer le projet en tant qu'associés, on était ouvert à ça. Si les personnes étaient là pour apporter aussi quelque chose, typiquement un investisseur qui vient de nulle part, qui veut juste mettre de l'argent, ça ne nous intéressait pas du tout. On se disait que si la personne venait, elle devait être un peu active quand même dans le projet. Typiquement, ça vous l'avez rencontré, c'est qu'il essaie de parler aussi du projet autour de lui et d'utiliser son aura. Donc voilà comment ça s'est fait avec Ronnie. Il a dit allez, let's go. Il est venu plusieurs fois un an d'heure avant, mais ça ne pas faire en 1 heure comme ça. Il est venu plusieurs fois, il a vu l'équipe, voilà, il avait un peu tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il y avait vraiment rien. On a dû créer une équipe de zéro parce qu'en fait, le club était dissous depuis 2008. Donc, en fait, on a repris un club, on a vérifié qu'il n'y avait pas de dette. et du coup, on l'a revitalisé. Et c'est comme ça. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'au début d'année, là, on est premier, on vise la montée, mais de base, il n'y avait vraiment rien du tout. Il y avait juste la licence, le spot, un peu comme une équipe de MLS, le spot qu'on a repris pour pouvoir jouer, mais il n'y avait plus rien du tout. Donc, il a fallu convaincre des joueurs, des fois de très haut niveau, de venir parce qu'en fait, ils respectent beaucoup Fabio et ils aiment beaucoup Simon Profil. Ils ont pu voir ce que j'ai fait. Donc ouais, c'était pas mal de travail et de discussion. Et d'ailleurs, les joueurs, bon, après, on le comprend entre un niveau amateur et pro, mais ils sont très ouverts à ce que, justement, d'ouvrir les coulisses, les caméras, tout ça. Ou tu as dû les convaincre, ou au contraire, non, ils se disent c'est comme ça et c'est un super vecteur pour eux de communication, pour le club. Comment tu as réussi à intégrer tout ça? En fait, ouais, c'est vrai qu'alors forcément, il y a toujours une petite réticence, c'est normal. Je pense que n'importe quelle personne dans le corps sportif, c'est-à-dire coach, joueur, quand tu leur parles de caméra, etc., tu te dis ah mince, faut que je fasse attention à ce que je vais dire, par exemple, typiquement, parce que c'est vrai qu'on se dit quand on est en sport, on se parle entre nous, etc., il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que c'était un petit peu, il a fallu quand même un petit peu faire de la pédagogie, mais on va dire ce qui a beaucoup aidé, c'est que quand je suis allé en Andorre, etc., que j'ai rencontré les joueurs, voilà, je suis de nature assez, comment dire, enfin, en fait, en disant ça, je trouve que ça va pas dans le sens de ce que je veux dire, mais je veux dire, je suis entre guillemets assez humble. Alors, je trouve que c'est pas bien de dire ça quand tu dois être humble, tu dois pas dire que tu es humble, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis pas quelqu'un qui va faire la star ou qui va vouloir en faire des caisses. Voilà, je suis quelqu'un d'assez simple, on va dire. Et en fait, les joueurs ont beaucoup aimé ça parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de très sérieux. C'est vrai, quand on a parler de youtubeurs, ils se sont dit oulala, parce que youtubeur, ça peut donner le côté décérébré. T'as peut-être le sentiment d'influenceur et le côté un peu pourri du truc, quoi. En fait, c'est ça, c'est dans la création de contenu, il y a vraiment beaucoup de profils. Il y a des gens qui font du super travail, des gens très sérieux, des gens qui ont la fibre un peu entrepreneuriale. Après, il y a des gens qui vont faire ça que pour les vues et le buzz, etc. Donc, ils avaient un peu peur de ça, je pense, de base. Mais en m'ayant rencontré, en ayant vu tout ce que j'ai fait par le passé, ma rencontre aussi avec les grands joueurs comme Ronaldo, etc., ça a aidé. Et notamment aussi mon projet avec le Nice KFC, où ils ont vu que j'avais déjà un club. Ils se sont dit que voilà, j'étais quelqu'un de sérieux et voilà, je me la racontais pas. J'étais simple, je parlais avec eux. Et bon, pour moi, c'est normal, mais c'est vrai que eux, ils me connaissaient pas, donc ils pouvaient se dire que j'allais être un peu bizarre. En plus, je suis français, enfin, je suis même pas andorran ni espagnol. Enfin, donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Donc du coup, non, les gens maintenant, aucun problème. Et surtout, faut checker le montage, quoi. Donc c'est sûr que c'est ça, parce que des fois, il y a eu des petites boulettes par-ci, par-là, ou des fois, sans faire exprès, tu laisses passer une compo, une tactique. Faut faire attention à ça. Mais... Tu filmes le tableau de la compo de l'équipe juste avant le match. Ouais, il faut faire attention à tout ça, c'est beaucoup de travail. Bon, il y a une erreur, c'est pas parce qu'il y a une erreur que c'est la fin du monde, mais c'est ça qu'il faut éviter, qu'il faut faire attention. Donc, il y a de la post-prod. Et avec Ronnie, comment vous répartissez les tâches? Du coup, est-ce que vous avez un peu défini les rôles de chacun? Comment ça se goupille, tout ça? Ouais, Ronnie, donc son rôle exact, c'est le general manager. Donc c'est vrai que
pour le coup, son titre est bien trouvé parce qu'il a vraiment une vision très globale du club. Typiquement, il est beaucoup plus dans la discussion sur l'aspect sportif que moi, ce qui peut être un peu surprenant peut-être. Mais c'est vrai que moi, mon coach, c'est Romain. De base, c'est un ami qui était coach au Vinska FC, un coach amateur que j'ai proposé de devenir coach pro. Du coup, il a accepté. Et c'est vrai que voilà, je lui fais très confiance. Il me débriefe un petit peu. Mais voilà, Ronny, aussi parce que moi, je vis au Canada, mais lui, Ronny, de base, il est quand même basé sur la France. Donc, des fois, il va en Andorre assez souvent. Il rencontre les joueurs, il prend des cafés avec les joueurs, il parle avec les joueurs. Donc, c'est vrai qu'il est très proche de l'équipe, que ce soit le corps, le staff ou même les joueurs. Donc, il a un peu cet aspect-là. Il s'intéresse beaucoup aussi à l'aspect recrutement, etc. Et voilà, donc il parle un peu avec tout le monde, moi aussi, mais c'est vrai que on va dire qu'il est plus connecté au terrain pur, vu que moi je suis au Canada. Puis t'as le Ça me décalage crée horaire, non? Pour forcément toi, une distance. ça doit être un peu galère aussi, le décalage horaire, non? Ouais, c'est un peu galère. Le matin, pour eux, moi je dors. Donc, ouais, il y a 6 heures de décalage, donc il y a une demi-journée de décalage. Donc voilà, même quand je commente, etc., ça fait des fois des levées très très matinaux, ça dépend des horaires. Mais Comme Ronny voilà. qui devait être avec nous et qui est au Japon, si je dis pas de bêtises. Et Ouais, qui voilà, est en c'est train ça. de dormir. Il aime beaucoup le Japon. Ouais. Et il aime énormément le Japon, effectivement. Ouais. Et il m'a montré un peu des images et il voit un peu des matchs de foot aussi là-bas, donc assez cool. On nous dit Ronny Turiaf qui est martiniquais et on nous demande, nous, au Dijon, est-ce qu'il peut y avoir des partenariats pour accueillir des jeunes joueurs du Cerfa FC en Martinique? Est-ce que, et ça Paul nous le dira, mais toi, Vinsky, est-ce que Ronny, du coup, essaie d'activer des filières aussi comme ça avec la Martinique? Alors pour l'instant, on n'a pas eu forcément de discussion là-dessus, mais c'est sûr que dans le futur, ça peut vraiment venir sur la table. Surtout que c'est vrai que malheureusement pour ces gens-là, ils sont un peu oubliés parfois. Des fois, je reçois des messages d'abonnés qui viennent des dom-toms. Et c'est vrai que même moi, hein, si j'étais autocritique envers moi-même, c'est un peu une déception. C'est vrai que j'ai fait très peu de choses, même quasiment rien, si c'était avec des gens qui sont déjà en France métropolitaine, par exemple, mais avec des personnes de dom-tom. Même pas de rencontres abonnées ou quoi, même pas de tournoi abonné comme je faisais avant. Donc ouais, par Ronny, ça peut être vraiment un axe pour activer ça. Donc ouais. Mais pour l'instant, pas forcément de piste concrète. Bah, tu vois, par Ronny, exemple, nous, vas-y, au club, je précise ce qui était fait au club. Quand on arrive avec Pierre-Henri, le club, depuis quelques années, a organisé des stages dans les dom-toms. Guyane, Guadeloupe, Martinique. C'est des stages où, du coup, il y a une cotisation à payer. Et en fait, c'était une grande revue d'effectifs de tous les joueurs envoyés par les clubs là-bas directement. Et ce qui permettait, en fait, de faire une détection à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, c'était à l'époque de la Ligue 1 ou la Ligue 2, des moyens pour déplacer 2 à 3 éducateurs, on va dire, dijonnais. Et ensuite, la difficulté, c'est de devoir payer les vols entre les dom-toms et la France pour les faire venir à l'essai, prendre en charge l'hébergement, les transports, la scolarité quand ils sont délocalisés. Donc voilà, c'était par mesure économique, on a dû arrêter. Mais il y a eu des très belles réussites, des joueurs qui ont réussi à faire le stage au dom-tom et à venir à Dijon et à jouer. On pense à Zoran Moko, Alex Parsemin de façon récente. Mais en tout cas, le club mettait ça en place. Et voilà, quand il y a un peu de moyens, c'est intéressant parce que c'est vraiment des régions qui méritent d'être vues, franchement. Aujourd'hui, on en parlait un petit peu avec Paul sur le recrutement là, sur Dijon. Et ça sera un des points d'amélioration dans le futur, c'est-à-dire qu'on a réduit la voilure sur le recrutement avec toujours une cellule de recrutement, mais plus avec des permanents. Donc en utilisant la data avec DataScout et en ayant des gens qui interviennent à la pige pour nous, un petit peu comme des consultants externes, on va dire. Et là, on a un réseau qui bosse bien, mais qui est très français, qui est focalisé sur les divisions inférieures, avec les belles pioches qu'on a fait, les Paul Bellon et autres qui venaient de N2, Isma Diallo et j'en passe. Et on se faisait la réflexion de se dire il faudra aussi qu'on commence à, notamment si on a la chance de remonter en Ligue 2, de commencer à réouvrir un petit peu les portes sur des championnats peut-être un petit peu plus exotiques. Donc ça peut être les dom-toms, ça peut être l'Europe de l'Est, en tout cas qu'on ait aussi, qu'on mette un petit peu d'exotisme dans notre fonctionnement à terme, à date en tout cas. Donc c'est un peu là où on en est sur le recrutement. Sur Ronny, si je reviens sur son rôle, il est que sur le SC Escaldes ou il fait aussi avec toi un petit peu la partie inter Montréal et puis le Magnanville? Non, il est seulement sur Escaldes. Alors après, ça c'est titre pur et dur. Après, bien sûr, qu'on parle des autres sujets, il peut me donner des idées, etc. Mais c'est vrai que lui, son rôle, il est lié au SC Escaldes. Ok. Le budget d'un club comme ça, si tu peux nous le dire, le budget grande masse de
du SCL Scaldes, qu'on se rende compte pour voir un peu les ordres de grandeur par rapport à Dijon? Ouais, nous, on est entre 200 et 300 000 euros de budget environ, à peu près. J'ai pas le chiffre exact parce que tout change vite et là, on a encore des petites dépenses par-ci par-là, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, je sais pas, par rapport à vous, ça doit être très peu, je suppose. Mais c'est pour ça que c'est ce qui m'a séduit aussi en Andorre, c'est que du coup, étant donné que voilà, je ne fais pas partie de la strate de personnes qui sont très 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 riches ou quoi, j'en sais rien, mais voilà, pour moi, c'est une réalité qui me correspond et je m'y retrouve et je suis pas là dans une dimension trop grande pour moi aujourd'hui. Après, dans 5-10 ans, quel sera mon profil, je ne sais pas, parce que j'aurai évolué, etc. Mais en tout cas, c'est déjà très bien. Et puis même, c'est même pas du tout dénigrant de dire c'est pas parce qu'il y a un budget faible que, au contraire, c'est challengeant. Il faut trouver comment faire avec ce budget aussi, etc. Et puis c'est toujours en comparaison avec les autres clubs qui, eux, n'ont pas non plus des budgets énormes. Donc dans tous les cas, c'est notre réalité d'écosystème en Andorre. Non, parce qu'intéressant, je t'entendais le raconter, c'est le chemin. C'est de partir de là et puis de voir jusqu'où vous allez, l'histoire qui est autour de ça, les aventures, parce que je crois que les clubs de foot, alors il y a plein d'aventures, mais déjà une aventure entrepreneuriale et encore plus dans le sport, parce que j'ai l'impression qu'il y a une troisième dimension dans le sport, fait qu'il y a des choses à raconter, à vivre, et c'est le côté passionnant. Donc tu vois, si on est plutôt sur un budget, alors après, on a une section pro masculine, une section pro féminine déjà, un centre de formation féminin, un centre de formation masculin, des infrastructures. Tu vois, le stade on a un stade qui fait 15-16 000 personnes. Toi, le stade, il fait quoi pour vous? Taille à peu près? Il est tout petit, il fait 300 personnes actuellement dans le dans lequel on joue. Ouais. C'est pour nos abonnés, on pourra faire venir tous les abonnés du bureau de presse. Après, Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Vas-y. Juste pour rebondir sur le stade, après, c'est vrai que si on monte en D1, là, ils ont construit des nouveaux stades qui sont très cool, et peut-être qu'on va être upgradé un peu de manière générale si on monte en D1. Donc peut-être dans des stades plus grands, typiquement le stade où joue le FC Andorra de Gérard Piqué. Gérard Piqué, il est résident en Andorre avec son club, mais il joue en Liga B. Il est au milieu de tableau, donc il ne montera pas en Liga maintenant. Mais je ne savais pas ça. Ouais. D'ailleurs, je l'ai rencontré pour lui présenter un peu mon club aussi. Donc ouais, c'est assez intéressant. Mais oui, en gros, il est dans un stade vraiment cool et peut-être qu'à terme, on jouera dedans. Mais bon, après, il faut le remplir aussi. Donc, désolé, je t'ai coupé. Mais voilà. Non, et si on revient sur ton budget, tu disais à peu près 300 000 euros. Oui. Ça, c'est les dépenses. Tes revenus, ça va être quoi? Ça va être un peu de merchandising, beaucoup de publicité, j'imagine. Tu as ramené des sponsors surtout. Ouais, d'ailleurs aussi, je trouve que c'est cool d'amener un peu de comparaison. Là, ça a été rendu public, mais apparemment, le meilleur club d'Andorre, là, a un budget d'1,2 million, je crois. Donc un truc du genre, donc c'est pour montrer un petit peu c'est ce qui a été mis dans la presse, donc voilà, voir. En tout cas, voilà. Le meilleur club d'Andorre en première division, 1,2 million. Ouais, en première division. En gros, on tourne environ du million d'euros pour les meilleurs clubs d'Andorre. Tu vois, donc là, on est en divisé par 3-4. Tu vois, 1,2 million, je pense que le plus petit budget national, donc de troisième division masculine, je pense qu'ils sont au-dessus quand même. Je pense que c'est 1 million. C'est 1,8 million. Toi, 1,2 million, c'est ce que j'avais à Bergerac en N2. 1,2 million. Ah, voilà, tu vois. C'est ce que je disais, c'est que voilà, on est plus dans ces eaux-là. Pour moi, on est plus dans la N3 de la N2. La N1, je pense que c'est encore plus fort que nous. Mais bon, après, sur un match, tout est possible. Mais bon, c'est sûr que voilà, sur le côté plus, comment on dit, architecture du championnat et les budgets, etc., je pense que la N1, c'est encore au-dessus de nos divisions. Et qu'est-ce que je sais? Ouais, je te demandais les revenus. Je te demandais si c'était potentiellement des partenaires ou des subventions. Ouais. Non, mais là en D2, la majeure partie des revenus, c'est lié au sponsor, enfin à la publicité, au sponsoring. Notamment, en fait, c'est grâce à, j'avoue que c'est mon image et ma notoriété qui a amené beaucoup de ça, parce que sinon on n'aurait pas pu avoir ce budget-là. Donc, c'est les sponsors qu'on a ramenés. Et après, la levée de fonds, qui est quand même pas négligée, parce qu'elle est quand même importante. Et après, un tout petit peu, c'est comme ça en Andorre, vu qu'on partage tous le stade, on n'a pas de billetterie. Ok. Ça veut dire que c'est gratuit pour tout le monde? C'est gratuit pour tout le monde, ouais. Même les clubs de première division? Normalement, oui. Je dis pas de bêtises. Par contre, ça va. Oui. Normalement, oui, parce que s'ils vont en Europe, tu payes 10-15 euros. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment ouvert à tout le monde, etc. Je crois que le match européen que j'étais invité, mais je crois que ça coûtait pas cher, 15-20 euros la place. Bon, je vais pas ouvrir une succursale de Who's Event en Andorre. Mais
on n'a pas d'entrée, mais on n'a pas de charge parce que tout le monde joue au même endroit. C'est très bizarre d'ailleurs, mais c'est vraiment voilà, 1, 2, 3 stades qui va se faire réunir toutes les équipes de D2, de Ça veut dire D1. que tu joues pas toujours dans le même stade en fait. C'est-à-dire que même comment tu gères la notion de domicile extérieur en réalité? Il n'y a pas vraiment de domicile extérieur, si? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas du tout. Ouais, Enfin, c'est ok. pour ça que Ouais. même dans le compteur de match, je mets toujours Escaldes à gauche et je change jamais parce qu'il n'y a aucun intérêt. Enfin, Ouais. personne ne se sent à l'extérieur ou à domicile. Donc oui, les stats changent selon, alors des fois avec l'hiver, la neige, la hauteur, parce qu'on est quand même l'un des stades les plus hauts d'Europe d'ailleurs, hein. On joue à Ok. altitude, on est à 1000 mètres d'altitude à peu près les matchs là. Donc ça, c'est un petit peu à prendre en compte. C'est pas non plus ultra haut, mais quand même, ça doit jouer un petit peu sur l'oxygénation. Et donc ça, c'est pour les équipes d'Europe qui viendront jouer chez nous. Ce sera pas évident de jouer chez nous. C'est pour les piéger comme l'altiplano en Bolivie, quand l'équipe de Bolivie va Ouais, jouer, voilà. c'est le même délire. Exactement. Ouais. Et voilà un Ok. petit peu. Donc ça change de stade selon pas mal de choses. Et du coup, donc, pas de billetterie, food and beverage, j'imagine pas grand-chose. Si tu as un stade de 300 Ouais, personnes, tu non, vends pas. même Tu ça, vends un peu quand même ou de bière, des non, mais trucs, il y a même pas de. Et ça, pour le coup, alors comme je l'ai dit, hein, il n'y avait rien au début, donc en fait, on s'est vraiment axé sur les choses vitales pour que le club y tourne. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on creuse un peu, mais on n'a pas du tout travaillé cet aspect-là, en fait. Autour du terrain, il n'y a pas de. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut, j'espère, un jour développer, mais il n'y a pas d'expérience particulière, contrairement à ce qu'on peut voir dans les clubs, comme autour de votre stade, je suppose. Mais voilà, toutes les activations, choses comme ça, activations partenaires. Donc, non, ça pour l'instant, Tu vas encore dessus. beaucoup de travail à faire. Donc, ouais, et après, si je reviens sur les revenus, donc, ouais, les partenaires, la levée de fonds, les Ouais. collectivités, elles vous aident? Ou Alors, c'est la Ligue peut-être qui vous reverse? Tu évoquais la Ligue tout à l'heure. ouais, alors en D2, on a eu quelques milliers d'euros de subventions de la part de la fédération. Ça, c'est lié au nombre d'enfants, de rangs que tu as dans le club, etc. Enfin, pas mal de choses comme ça. C'est juste pour montrer, en fait, ben voilà, on fait vivre le sport et on propose la pratique du sport et du foot à des habitants. Donc là, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans des villes, même en France, hein, on a la subvention d'une mairie, quoi. Enfin, simple. C'est un peu différent, donc voilà. Et voilà, après, il n'y a rien d'autre. Mais par contre, c'est là où tout change. C'est-à-dire que si on va en D1, par contre, là, il y a des subventions UEFA qui deviennent, là, qui pour le coup est vraiment un peu le game changer, comme on dit, c'est vraiment là des sommes très importantes pour nous, quoi. Là, on est aux alentours des 200 000, 200 000, je sais pas, ça dépend de pas mal de choses, mais entre 200 et 300 000 euros qui vont pouvoir être débloqués. Et surtout, et c'est ça qui est très important de bien le comprendre, et d'ailleurs, ça ira aussi dans l'argument de pourquoi l'Andorre. Typiquement, la différence entre l'Andorre et Gibraltar, par exemple. Gibraltar, politiquement, comme la plupart d'ailleurs des championnats dans le monde, en fait, le premier gagne beaucoup d'argent, le dernier gagne très peu. Voilà, c'est comme ça, ouais. c'est réparti comme ça. En Andorre, et je pense que c'est fait, tu me diras, Gibraltar, c'est petit aussi, mais. Et d'ailleurs, Fabio a beaucoup milité pour ça aussi, parce que lui, en tant que personne importante du monde du football là-bas, et des fois, il y a des réunions de présidents ou quoi, des choses comme ça, et il y a des votes à faire, mais en fait, tous les clubs de D1 touchent la même somme en début d'année. Et ça change tout. Donc, qu'une équipe elle finit dernière, elle touchera son argent. Après, elle ira en D2. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez fou. Et c'est Ça va pour ça bientôt que être le cas en Ligue 1 française. Ils toucheront tous Avec les droits télé, c'est 1 un peu, million hein. d'euros. Ouais. donc ça, ouais, voilà. Donc ça, Ça, c'est c'est fou marrant. parce que Donc, tout le monde a la même chose. Donc, là, tu montes, tu as la même chose que le premier. Ok. En fait, oui et non, parce que par contre, après, le premier va aller débloquer plus d'argent en ayant joué les victoires, défaites, nulles qu'ils vont faire en Europe, etc., dans leur parcours. Mais sinon, il y a une somme qui est quasiment égale à peu près pour tout le monde. Alors, je pense que ça doit varier selon le nombre d'enfants aussi, encore une fois. Enfin, voilà, tous ces aspects-là, en fait, qu'il y a, ça fait varier un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est quand même une grosse somme qui est débloquée pour tout le monde. Et ça, c'est assez fou. Et c'est pour ça que même des armes, et si cette arme-là, on l'associe avec du sponsoring via mon image, on peut avoir un budget quand même cool. Et c'est pour ça que je suis assez confiant pour essayer d'aller en Europe. Si on revient à ton image, des youtubeurs, enfin, ou en tout cas des gens qui ont des très grosses communautés digitales, je pense à la Carmine Corp, et je ne sais plus le nom de leur fondateur, mais Kameto, c'est un fanat de foot. Est-ce que tu penses que tu vas en inspirer, qui vont petit à petit aller se greffer à des projets? Je sais que sur le FC Versailles, un des associés aussi, Soulé, qui était avec au lancement aussi de la K-Corp, est impliqué dans le projet. Est-ce que tu te vois inspirer d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs?
Bah, déjà, je pense que c'est l'avenir, ouais, clairement. Mais d'ailleurs, on y est déjà. Alors après, en francophonie, là, oui, alors il y a Carmine Coq. Dans le football, je sais pas s'il y a d'autres, mais ça va venir. Je suis sûr que ça va venir. Mais par exemple, dans le monde, ça commence vraiment à devenir assez commun. Typiquement, l'un des plus grands youtubeurs qui m'a inspiré de base quand j'ai lancé ma chaîne YouTube s'appelle KSI, qui est anglais. Là, il vient de reprendre, là, il y a quelques mois, il vient de reprendre un club en peut-être, je sais pas, je veux dire peut-être n'importe quoi, mais division 5 anglaise, par exemple. Ou un peu comme Reynolds. Wrexham, ouais. Ouais, un peu comme Wrexham, on va dire un peu cette idée-là. Et il y en a d'autres aussi. Bah, il y a aussi Ibai, qui est l'un des plus grands streamers du monde, qui est hispanophone. Ibai a repris un club dans la banlieue barcelonaise, d'ailleurs pas très loin de chez nous du coup. Donc lui aussi, là, il vient de monter. Bon, après, il commence au bas niveau, donc il explose tout le monde à base de 10-2, etc. Mais voilà, et un peu comme nous, le FC au début, on a réussi à monter. On est passé de D6 à D2 en quasiment aucune perte d'année. Bon, là, cette année, on joue le maintien. Donc voilà, en fait, ça devient très commun. Ça devient assez commun. Et même, oui, c'est assez marrant parce que dans quelques années, on pourrait même arriver, si on voulait, à faire une ligue fermée. Alors, pour le fun, on pourrait faire ça, quoi. Parce qu'il y a même aussi un Allemand aussi. Il y a un club allemand qui est un peu l'équivalent de ce que je fais aussi. Donc, il y a Si je plein de t'écoute clubs. bien, les innovateurs, en fait, c'est Paul et moi. C'est-à-dire que nous, on prend un club pro et on essaie d'être des youtubeurs avec nos 210 abonnés. C'est ça, c'est ça la montée de l'Everest par la face nord. Non, mais c'est exactement ça. En fait, je pense que de toute façon, c'est toujours un peu pareil, hein. Comme quand YouTube est apparu, on a dit la télé va mourir, mais la télé ne meurt pas. En fait, c'est quelque chose qui évolue, c'est des mutations. Là, on a la Kings League aussi. Bah, d'ailleurs, Gérard Piquet, on en a parlé, mais Gérard Piquet qui tape aussi dans la fourmilière avec des nouveaux formats de football aussi, qui va plus être Tu sais amené qu'on a pour du format un de nos joueurs qui a fait la Kings League. Ah, d'accord. Oui. Ah, votre Yannis joueur, Barca. un joueur pro Ouais, un joueur oui. pro. Ok, Ouais, qui est cool. un super joueur. Tu vois, un mec qui a mis plus de 10 buts cette année, qui s'appelle Yanis Barca, Ok. et qui a fait la Kings League il y a quoi, 3 ans, Paul? 4 ans? C'était il y a 2 ans. C'était l'été avant qu'il arrive chez nous. Ah, bah, je pense que c'est la première version en France, du coup, avec Amine Mathieu et Alancé et tout ça, je pense. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, je pense que voilà, c'est le mélange un peu tous ces mondes-là. En fait, le 11v11 ne disparaîtra jamais, on sera toujours amoureux de ce sport. Mais voilà, après, avoir un peu comme le paddle avec le tennis, voilà, bah, c'est des sports qui émergent. Mais voilà, en fait, c'est tout un écosystème. Et en fait, c'est se tromper de combat de vouloir se battre contre ces versions-là. Parce que, en fait, ça alimente. Le paddle va, en fait, au final, peut alimenter le tennis, ou même la Kings League peut alimenter le foot à 11v11. Ça peut donner envie aux gens d'aller plus aussi au stade. Et même là, tu vois, tu le dis, par exemple, avec votre joueur, bah, il a été là-bas. Ça se trouve, voilà, avec quelques personnes qui ont découvert, il dit, bah, tiens, je vais aller voir ce qu'il va donner quand il va jouer en 11v11. Donc, c'est ça qui est cool. Il faut créer des passerelles et il ne faut pas en fait, se refermer sur soi-même parce que je pense que c'est un peu le début de la fin en faisant ça, quoi. Il ne faut pas faire ça, je pense. Tu parlais d'émotion, tu fais ça pour le plaisir, et je pense comme nous, et récemment, là, j'ai échangé avec un président de Ligue 1 qui me disait que c'est quand même 99% d'emmerde notre métier et 1% de plaisir. Est-ce que tu as le même constat aujourd'hui? Est-ce que tu as des regrets ou non? Ou tu es vraiment content d'être là Non. Ouais, c'est un vrai sujet, ça. Mais c'est marrant parce que dans une vidéo que j'ai faite, j'ai dit que voilà, souvent la réputation du foot, c'est de se dire que voilà, c'est un peu un puits sans fond, qu'on perd beaucoup d'argent, qu'on gagne rien, etc. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et voilà, il y a des gens aussi qui ont plus ou moins les moyens. Il y a des gens qui ont tellement d'argent que d'en perdre un peu, ça les dérangera pas forcément. Mais c'est sûr que moi, c'est pas vraiment mon cas. Donc, faut que je fasse quand même attention à ce que je fais. Mais oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de sujets. C'est très fatigant. Je pense que j'ai jamais été autant fatigué de ma vie là ces dernières années. C'est vrai, j'ai travaillé énormément. J'ai pas pris de vacances depuis très longtemps. Mais en fait, moi, je vis quand même avec ce leitmotiv d'avoir aucun regret dans ma vie. Et en fait, toutes ces choses-là, c'était tellement tentant. Et d'ailleurs, je ne regrette pas du tout. Et c'est incroyable. Et c'est juste que c'est des challenges supplémentaires. Et en fait, j'irais même plus loin. Ça, c'est le sujet numéro 1 pour moi dans ma vie professionnelle. C'est que vu que je suis... Même c'est un peu bizarre de dire ça, mais avant le football, ma passion première, c'est l'entrepreneuriat, limite, avant le football, ou alors à égalité. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même du plutôt long terme. Mais sur les réseaux, on parle plus sur du court terme. C'est-à-dire que les gens, ils veulent très vite des résultats, ils veulent très vite des émotions, etc. Et en fait, moi, c'est vrai qu'avec le profil que je suis en train de me créer, il faut que je trouve le juste équilibre. Et comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas tout dire sur les aspects financiers, etc., ou des choses un peu secrètes, ou pour respecter le secret professionnel. Bah, c'est pareil, c'est qu'en fait, je rentre dans un monde où je dois essayer de le vendre au mieux, mais c'est dur parce que si je dis aux gens dans 10 ans à faire ça, dans 10 ans, les gens, ils s'en foutent un peu, je veux dire vraiment, ils s'en foutent un peu. Donc, il faut réussir à trouver cet équilibre. C'est très dur pour moi. C'est pour moi le plus gros enjeu. C'est de réussir à tenir en haleine les gens, en fait. Et c'est pour ça que le handeur aussi, encore un nouvel argument, c'est que c'est bien parce que très vite, on peut atteindre des choses assez incroyables.
Et ça, pour les réseaux, ça n'a pas de valeur, quoi. Enfin, si, ça a une grande valeur, quoi. Ça, C'est une grande valeur. ça a une très grande valeur. Ouais. Donc, c'est Non, ça tu aussi. dis sur le temps long, tu vois, WizEven, c'est une boîte que j'ai créée il y a 20 ans. Quand on parle aux gens, ils ont l'impression que je l'ai créée il y a 5 ans et puis que ça m'est tombé dessus. En fait, Ah oui, oui. et les 5 premières années ou les 6, 7 premières années, tu as le doigt d'arrêter et ce sont les plus importantes. Et effectivement, il faut trouver cette énergie et puis l'essence pour continuer à avancer sur le court terme. Mais c'est seulement sur le long terme que tu arrives à créer une belle aventure. Écoute, bon, c'était passionnant. Moi, depuis que j'ai rencontré Ronnie, puis encore plus maintenant, après avoir échangé avec toi, je vais suivre et notamment ces barrages. Je vais croiser les doigts. J'espère vraiment que ça va le faire. On est dans la même situation parce qu'on est à 2 matchs, nous, de la fin du championnat avec une situation qui se resserre, qui est aussi un peu stressante. Et en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, tu vois, on avait un commentaire dans, on avait un petit commentaire tout à l'heure dans le stream qui nous disait à quand un partenariat avec les deux structures. On ne l'a pas signé officiellement, mais je sais que déjà Paul et Ronnie bossent bien ensemble. Et si on peut faire des choses ensemble, et avec grand plaisir, parce que ça me parle bien. C'est clair. Et félicitations pour le boulot qui est fait et puis l'investissement, parce que ça me parle beaucoup. Je voulais remercier aussi Mathéo qui a géré de main de maître la retransmission. On a galéré un tout petit peu au début pour lancer tout ça, mais merci à lui parce qu'il passe du temps pour nous aider et c'est une super chose. Et puis, nos 210 abonnés, il va falloir que vous ameniez de nouveaux aficionados, parce que là, on vous amène des mecs qui ont plus d'1 million d'abonnés. Et puis, on essaie de continuer à produire du contenu et d'ouvrir un petit peu les portes et de raconter ces histoires autour du club. Donc, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, un petit big up aussi pour Penny Lane, qui est une solution qui nous a rejoint comme partenaire et qui est une solution de contact qu'on est en train de déployer d'ailleurs au niveau du club. Exactement. Donc, plus qu'un partenaire, on le déploie au niveau des équipes financières. C'est assez moderne et ça nous plaît bien. Donc, merci à eux et à tous les partenaires qui nous rejoignent parce qu'il y a une dynamique positive, un peu comme sur le STS Caldes, et parce que les résultats suivent. Donc, pour l'instant, on a cette chance-là. Merci beaucoup. Salut la team et merci Winsky. Et puis, tout le monde, on croise les doigts pour vous. On va suivre ça. Merci Winsky. Merci beaucoup. Et je finirai juste par dire que mon agent est un grand fan du DFCO. donc, du coup, bon, encore un Quand argument tu veux, alors. pour collaborer ensemble. On est aussi bienvenus, faire un alors. partenariat. Ça roule. Il sera content. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était incroyable. Et bonne fin de saison à vous en espérant le meilleur pour vous. Ça marche. Merci. Merci, au revoir. Salut tout le monde. Bon, je pense qu'on est en ligne. Merci, cool. C'était très cool. Merci à vous, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup, c'était hyper cool. Je parle beaucoup, je suis désolé, j'espère que je pas trop. Non, c'était cool. Puis quand tu es à Paris, il faudrait qu'on. À Paris ou à Dijon, mais je pense que c'est plus à Paris qu'à Dijon. Mais si un coup tu es à Paris, qu'on aille. Ça peut être. Je voulais t'en parler, j'en ai pas parlé, mais qu'on aille aussi déjeuner avec Alexandre Mullier, tu sais, qui a pris le FC Versailles. Ah oui. Et je pense que c'est pareil. Alors lui, c'est un peu comme nous, il essaie autour d'un club. Alors nous, on part d'un club un peu plus structuré, lui part de plus bas, mais avec une marque forte qui est Versailles. Et tu finis KO. On a toujours mouillé le maillot. Pour le foot, on est dans le tempo. DFCO, DFCO. Pas de ralentir au DFCO. DFCO, DFCO. C'est plus qu'un club au DFCO. Amemo dollar.